Salut, c'est Major Mouvement. Dans cet épisode de B-Press, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Srour. Alors évidemment, on va parler d'épaule puisque c'est l'un des plus grands spécialistes que je connaisse dans la rééducation de l'épaule. Fred, c'est un personnage haut en couleur et qui n'a pas sa langue dans sa poche, à la fois dans sa manière d'aborder le bilan de l'épaule, mais aussi quand il parle de notre profession. Ensemble, on va revenir sur son parcours, évidemment, mais surtout comment il conçoit le bilan d'une épaule, les évolutions qu'on a pu avoir au cours de ces dernières années et les erreurs qu'on a tendance à commettre lors de nos bilans. Ce qui me tenait à cœur, et c'est probablement la partie la plus intéressante, à mon sens très personnel, lors de ce podcast, c'est juste sa vision des choses, son parcours, le recul qu'il a, qui fait vraiment du bien aujourd'hui à entendre en 2022 quand on parle de kinésithérapie. Je vous laisse regarder ça, c'est du contenu plutôt poussé, vous connaissez EB presque, hein. Le visuel c'est pas forcément ce qui compte, vous mettez vos écouteurs, vous profitez de ce moment-là juste pour voir les choses sous un autre angle. Allez, passez une bonne journée, bye bye. Salut Fred, merci beaucoup d'être là, comment ça va? Salut Greg, ça va très très bien, peut-être un petit peu moins bien que toi qui es au bord de la mer, mais ça va quand même. Tu vas prendre des vacances? Oui, bien sûr, comme tout le monde, je l'espère en tous les cas. Je te le souhaite. Fred, on a beaucoup de sujets dont on souhaite parler tous les deux aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît? Je suis Frédéric Srour, je suis kinésithérapeute, ça fait plus de 20 ans que j'exerce maintenant. Et j'ai une orientation d'exercice spécifique sur la prise en charge des pathologies de l'épaule depuis pas mal d'années. J'ai fait pas mal de choses dans ce domaine-là. J'ai cofondé des associations d'experts. J'ai cofondé l'Épaule au Top. J'ai aujourd'hui Kiné au Top, qui est un organisme de formation. Enfin bref, j'ai réalisé pas mal de choses dans ce sens. Et puis, je garde une partie clinique, bien évidemment, d'exercice, parce que c'est quelque chose qui permet au quotidien de te remettre en question, tu le sais bien. Et quelqu'un qui serait que dans la théorie, que dans la recherche clinique, ce qui est primordial également, quelqu'un qui serait que dans l'enseignement, parce que je fais beaucoup d'enseignement également, mais qui ne verrait plus de patients, probablement se déconnecterait un tout petit peu avec la réalité clinique. Et ça m'est arrivé, là, très récemment, de modifier certains pans du cours que je donne régulièrement parce que dans ma réalité clinique, j'ai vu des apports de la littérature récente et du coup, tu modifies un petit peu ce que tu transmets aux uns et aux autres et ça te permet aussi de voir des cas plus compliqués. Bref, voilà un petit peu tout ce que je fais dans mon quotidien. Hyper intéressant, Fred. Et finalement, tu as donné un peu tout le fil conducteur de ce qu'on va essayer d'échanger ici. Alors, comme vous le savez, hein, EBPress, on rentre vraiment dans les détails. EBPress, c'est pour Evidence-Based Practice, mais presque, c'est par rapport à toute la difficulté au quotidien où je fais intervenir, du coup, des professionnels de la santé et du sport. Et aujourd'hui, Fred nous a un peu évoqué à la fois sa spécialité en tant que kiné, mais la nécessité sur le terrain de ne pas faire que de l'enseignement, de ne pas faire que de la lecture d'articles, mais d'essayer toujours de la confronter sur le terrain. Et ce sera évidemment ce qu'on va évoquer dans un second temps aujourd'hui. Fred, la question que j'ai envie de te Je poser. pense, Greg, qu'il y a quand même des gens qui doivent continuer à faire que de l'enseignement. Il y a des gens qui doivent continuer à faire que de la clinique. Moi, j'ai trouvé mon équilibre en faisant les deux, mais tu vois, il y a des grands chercheurs qui ne font que de l'enseignement et ils illuminent par leur connaissance les gens autour d'eux dans plein de disciplines, en médecine, mais pas que, dans plein de disciplines universitaires. Donc, en kinésithérapie, c'est vrai qu'on est très proche de la pratique et c'est important, mais il y a aujourd'hui des personnes qui sont uniquement des enseignants-chercheurs et on s'est suffisamment battu pour que ça existe. Et donc, ces personnes-là, même si elles sont éloignées de la clinique, ont vraiment une vision très importante et quelque chose qui peut enrichir les plus jeunes kinésithérapeutes ou les étudiants. Ok, merci beaucoup, Fred. Question simple. Toi qui ne vois quasiment que des épaules depuis une vingtaine d'années, tu dirais que c'est quoi les trois grands changements majeurs que tu aimerais transmettre aux gens qui vont regarder cette vidéo sur la compréhension de l'épaule? Écoute, quand j'ai commencé à exercer, j'avais une pratique qui était très biomécanique centrée, qui était liée à la fois à ce qui se transmettait, qui était liée à la fois aussi à mon parcours, parce que j'ai eu un parcours autour de la biomécanique, de l'ergonomie, etc. Et c'est vrai que cela avait des répercussions directes sur ma façon de pratiquer. Alors, j'ai eu des enseignements qui ont été
des enseignements de thérapie manuelle où on explique ce que l'on fait, où on fait ça avec une tête humérale, on baisse la tête, on monte la tête, on la tourne dans un sens et dans l'autre, et tel muscle fait ceci, etc. Et en fait, la grosse différence ces dernières années, je pense, en tant que professionnel, c'est qu'on se base beaucoup plus pour orienter nos traitements sur la symptomatologie du patient, c'est-à-dire le fait de tester le patient, de le retester, de voir quel est son ressenti, car la subjectivité du patient est primordiale. Après tout, c'est lui qui vient pour une douleur, donc quand il nous dit que ça va mieux, il faut l'entendre. Et puis, de mon côté, je me suis énormément allégé parce qu'en fait, ça ne me dérange plus de faire des choses sans comprendre pourquoi je les fais. Ou alors, ça ne me dérange plus de faire des choses qui fonctionnent sans comprendre plutôt pourquoi elles fonctionnent. Et ça, c'est quelque chose qui est un vrai poids en moins en tant que professionnel. Pendant des années, j'ai essayé, à chaque fois que je faisais quelque chose et qui fonctionnait, de trouver une explication logique, rationnelle, mécaniste de ce que je mettais en œuvre. Aujourd'hui, quand quelque chose fonctionne, je me dis, tant mieux, ça fonctionne. C'est un petit peu normal puisque ça suit ce qui est recommandé pour telle et telle situation. Mais en fait, c'est pas très grave si je n'arrive pas à l'expliquer. Voilà, ça c'est quelque chose qui a vraiment changé dans ma pratique. C'est-à-dire que tu avais une philosophie très mécaniste, c'est-à-dire vraiment, comme tu disais, un glissement de tête humérale, une action sur la rotation externe du tiers inférieur de l'infraépineux. Et finalement, aujourd'hui, toi, ce qui t'intéresse, c'est la modulation de symptômes de tes patients qui te donne une direction. Mais finalement, même si cette direction, tu n'es pas capable de l'expliquer, mais j'imagine que tu dis ça avec tout ton recul, mais c'est probablement parce qu'aujourd'hui, tu as une connaissance de toutes les pistes possibles qui pourraient moduler les symptômes, que tu préfères ne plus en choisir une, mais accepter la possibilité qu'elle puisse exister à différents moments de l'histoire de l'épaule de ton patient? C'est exactement ça, Greg, c'est exactement ça. En fait, je ne sais pas, à l'instant T où j'améliore quelqu'un, qu'est-ce qui, dans la multiplicité de ce qui peut l'améliorer, est en cause dans cette amélioration-là. Tu sais, quand on dit que les exercices améliorent tout dans la vie, toutes les pathologies musculo-squelettiques aident, etc. En fait, les effets des exercices sur la personne, ils sont nombreux. Ils sont biologiques, ils sont au niveau du muscle, ils sont au niveau des tendons, ils sont au niveau des nerfs, ils sont au niveau de la sensibilisation centrale, ils sont même dans les exercices aérobiques, ça relève d'autres mécanismes, ils sont liés au niveau de la libération d'endorphines. Comment peut-on savoir à l'instant T, quand tu fais quelque chose, qu'est-ce qui a amélioré ton patient? Alors, chacun a sa sensibilité. Certains vont dire ça s'est amélioré parce que les nerfs ont mieux glissé. D'autres vont dire ça s'est amélioré parce que le muscle est plus costaud, ça tient mieux. D'autres vont dire j'ai amené de l'afflux sanguin dans votre épaule. Et puis d'autres diront vous voyez, vous aviez peur de faire ce mouvement et du coup il vous faisait mal. Maintenant que vous voyez que vous arrivez à le réaliser, il vous fait moins mal. Je crois que chacun avec sa sensibilité peut choisir aussi la piste qui lui paraît la plus cohérente face à la personne aussi qui est en face d'elle. Et c'est pour ça que le dogmatisme n'a pas sa place en fait en médecine et dans les disciplines de santé qui sont des arts en fait. C'est pas des sciences exactes en fait ce que l'on fait. C'est pas des mathématiques, c'est pas de la physique. L'art de la médecine, si on appelle ça comme cela, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on a des grandes pistes, bien évidemment. On sait quelles sont les grandes orientations de santé. À un moment donné, avec un patient qui est cette dualité qu'on a avec lui ou avec elle, cette personne qui a toute son histoire, qui a toutes ses particularités. Nous, on est là avec nos particularités aussi. Il se passe quelque chose, on ne peut pas toujours l'expliquer. Et c'est pas grave. Alors, j'entends tout à fait ton discours et tu arrives pourtant bien à le mélanger avec une forte capacité d'interprétation de tes tests et tes modulations de symptômes. Parce que finalement, quand on t'écoute, pour un non-initié, on pourrait presque avoir l'impression, Fred, il est gentil, mais finalement, il nous dit que tout marche. Si on ne sait pas pourquoi tout marche, autant faire de l'actif, qui est clairement le discours que tu critiques. Mais finalement, je sais que tu es capable d'avoir ce discours très large parce que tu as cette capacité de recentrage quand tu as un patient en face de toi pour pouvoir tester les étiologies les unes après les autres. Ça, c'est vraiment quelque chose que toi et moi, on a en commun. C'est cette volonté de mettre une étiquette sur un symptôme, mais aussi d'être capable de l'enlever quand ça ne réagit pas comme ça devrait. Je finis mon exemple, mais tout à l'heure, tu as évoqué, par exemple, les explications des nerfs qui glissent. Le neurodynamique, ceux qui sont habitués à ma chaîne, c'est un peu ça. Tu as évoqué ensuite la peur d'avoir mal qui passe, la kinésiophobie. Mais finalement,
On peut très bien combiner et de la kinésiophobie et un déficit en neurodynamique. On peut aussi cumuler ça avec un vrai déficit de force qui va être amélioré par de l'activité. Donc finalement, décris-nous un peu, si c'est possible pour toi, dans ta tête, comment est-ce que tu jongles dans tout ça? Ma question est claire ou elle est trop confuse, Fred? Non, 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 c'est très clair et c'est des choses. En fait, si je n'étais que clinicien, ce serait beaucoup plus léger, mais à un moment donné, je suis obligé aussi de transmettre cela en enseignement et je ne peux pas dire en fait aux professionnels qui sont en face de moi que tout se vaut. Ça, ce discours-là, je ne l'apprécie pas. Et je ne pense pas qu'il soit pertinent de dire cela lorsque, par exemple, dans la littérature, on voit que tel exercice, par exemple, tu sais, sur les exercices d'épaule, d'accord, on a dit les exercices d'épaule. Quand tu compares des protocoles d'épaule qui sont plutôt globaux, plutôt spécifiques, quand tu fais des exercices comme ça, ou quand tu fais des exercices comme ça, ou quand tu fais avec des chaînes cinétiques, où on te dit qu'il faut faire des chaînes cinétiques, mais quand tu compares en fait ces choses-là, tu n'arrives pas à dégager une supériorité de l'un par rapport à l'autre. Quand tu fais des méta-analyses de données et que tu vois des revues systématiques, en fait, il y a tellement de composantes que pour prouver qu'un traitement est meilleur qu'un autre, il faudrait comparer des exercices à ce que tu apprécies, c'est-à-dire l'amputation. Et là, effectivement, les exercices seraient probablement meilleurs pour le patient. Mais en réalité, si tu compares des exercices à n'importe quel autre exercice, une forme d'exercice, c'est pas possible puisque tu fais la même chose en fait. Mais cela ne veut pas dire que tout se vaut. C'est-à-dire que face à l'individu qui est en face de toi, il y en aura un qui passera mieux qu'un autre. Et là où peut-être autre chose a fonctionné sur le patient d'avant, sur celui-là, ça ne marchera pas. Alors, c'est là qu'il faut réussir à être précis dans son diagnostic, précis dans son évaluation des symptômes et accepter qu'on a une batterie de choses qui peuvent fonctionner et de s'orienter. Après, c'est sûr qu'avec l'expérience, Greg, je ne te cache pas que ça va de plus en plus vite et c'est normal. C'est normal qu'on ne puisse pas aller aussi vite quand on a 2 ans, 5 ans d'expérience. Il ne faut pas que les plus jeunes praticiens soient inquiets par rapport à cela. Je vois beaucoup de doutes, j'entends beaucoup de doutes chez eux, mais il faut qu'ils soient rassurés. Moi, je faisais que des conneries quand j'avais moins de 50 diplômes. Et aujourd'hui, je suis persuadé que tous les jeunes diplômés qui ont moins de 50 diplômes sont bien meilleurs que je ne l'étais à l'époque. Alors, je leur souhaite d'atteindre ce niveau de connaissance plus rapidement que moi et d'avoir un bagage qui leur permette d'être plus à l'aise. Et puis en plus, la réalité, c'est que tu sais, c'est facile d'être bon quand tu ne fais que la même chose. Il y a beau avoir plein de pathologies, en réalité, je vois que des épaules toute la journée, elles sont très différentes. Mais on dit souvent, le spécialiste, c'est celui qui sait presque tout sur presque rien. Donc, on n'a pas à nous monter. En France, on aime bien dire, oui, je suis spécialiste de cela, je veux voir le spécialiste de cela. Mais en réalité, il y a plein de kinésithérapeutes qui sont des kinésithérapeutes, je les appellerai même pas généralistes, qui ont une spécificité déjà de l'appareil musculo-squelettique, comme toi, qui est capable de traiter une lombalgie comme un problème de genou ou de cheville ou d'une épaule, et qui en réalité est bien plus compétent que moi, parce que moi, je suis compétent sur une articulation. Bon, ça va en fait. À quoi ça sert ça? Ça sert surtout, et c'est pour ça que tout le monde ne doit pas faire ça, parce que je ne suis pas un exemple en fait en la matière. Je pense qu'il faut que les kinésithérapeutes réussissent à prendre en charge l'immense majorité des patients et ne soient pas spécialisés, parce que moi j'exerce à Paris, donc ce genre de… C'est un artefact de notre exercice que d'avoir une spécificité sur une articulation de l'appareil musculo-squelettique. C'est n'importe quoi en réalité. Ça me permet juste en fait de prendre en charge des patients qui sont en échec thérapeutique partout, qui viennent de l'hôpital, qui sont en détresse, qui sont en errance thérapeutique. Et effectivement, c'est ceux que je vais voir et que je vais peut-être un tout petit peu mieux comprendre que ceux qui ont moins l'habitude. C'est tout en fait, ça sert à ça. Finalement, toi, Fred, la difficulté, c'est qu'en plus de ça, ta clinique, c'est des 5e, 6e, 7e consultations, en fait. Ils ont enchaîné 6 échecs avant d'arriver dans ton cabinet. Donc, c'est ça. La première chose que je me dis, Greg, tu vois, c'est pas que mon collègue d'avant ou que les 5 d'avant n'ont pas fait ce qu'il fallait. Et là, ça rejoint en fait le livre que tu sors, là, ton tome 2. Je me dis toujours que c'est le diagnostic qui n'a pas été bon au départ. Je suis dans l'immense majorité des cas, en fait, le patient, il a eu un traitement qui correspondait à ce pourquoi il venait.
et le traitement qui était mis en œuvre était bon. Donc, je ne vais pas dire le kiné, il n'a pas fait ce qu'il fallait. C'est pas ce qui me vient à l'esprit. La première chose que je me dis, c'est c'était pas la bonne cible. Ouais. Tu vois. Si toi, tu vas chez un patient, chez un kiné et que tu as une douleur d'épaule et qu'on voit à l'imagerie une tendinite et qu'on te soigne pour ça, bah, il est probable que ce que tu as vraiment, si tu as une petite instabilité, eh bien, ce soit pas guéri justement. Tu m'avais dit quand on avait fait la formation ensemble que le diagnostic différentiel numéro un sur lequel, je dirais pas se plantent les kinés, mais allez, on va le mettre comme ça, se plantent les kinés, c'est justement cette tendinite d'épaule qui est en fait une douleur cervicale. Et qu'en fait, on va traiter des épaules sans avoir en amont éliminé une étiologie cervicale. Tu peux nous expliquer ça, Fred, s'il te plaît? Ben, en fait, il y a très probablement bien plus de gens qui consultent pour des problèmes d'épaule qui en réalité sont des problèmes qui sont soit des problèmes d'origine cervicale ou nerveuse, qui sont soit des problèmes d'origine cervicale ou nerveuse ou les deux, ou des patients qui ont des doubles symptômes, enfin des mixités dans leurs symptômes, à la fois de pathologies d'origine sous-acromiale et à la fois de pathologies qui viennent de ce carrefour-là. C'est bien plus fréquent dans l'épaule que ça ne l'est dans le genou, par exemple. C'est beaucoup moins fréquent que quelqu'un qui vient avec une douleur antérieure du genou, que ce soit une cruralgie ou que ce soit une sensibilisation de ses nerfs du membre inférieur. C'est plus rare quand quelqu'un vient avec une douleur de genou. C'est dans l'immense majorité des cas un problème de genou, alors que quand quelqu'un vient avec un problème d'épaule, ben, tu as en gros une chance sur deux que ça ne soit qu'un problème d'épaule. Et c'est beaucoup quand même, tu vois. C'est beaucoup. Et c'est très fréquent. C'est lié à la proximité avec le rachis cervical. C'est lié à cette fréquence de la sensibilité nerveuse dans le membre supérieur quand on a un problème. Et tout à l'heure, tu disais, comment est-ce que tu sais que telle prise en charge a fait plutôt coulisser les nerfs ou a eu une action, par exemple, sur le muscle. Enfin, par exemple, au niveau des épaules, il y a un exercice que je donne très fréquemment, ce sont des shrugs ou des tirages hauts. Ce sont des exercices, en fait, qui visent à soulever les épaules comme ça, hein, tout simplement, avec des résistances toujours. Et l'objectif de ces exercices-là, c'est de bien stabiliser les omoplates. Je ne sais pas si tu as déjà eu des collègues, des patients chez qui, en stabilisant bien tes omoplates, tu as une amélioration des symptômes. Et quand tu stabilises tes omoplates un petit peu mieux, ben, tu joues sur la tension aussi de ton plexus nerveux. Donc, qu'est-ce que tu as traité? Est-ce que tu aurais traité de la même façon, peut-être en neurodynamique, peut-être ça aurait soulagé ton patient? Est-ce que quand tu fais ces mouvements-là, tu ne fais pas de la mobilisation neurale tout simplement? Est-ce que c'est vraiment la stabilisation des omoplates qui améliore ton patient? Donc, toutes ces questions-là, on se les pose parce qu'il y a des modifications de symptômes qui consistent à modifier la position de scapula et à voir si ton patient va mieux. Mais est-ce que c'est la position de scapula qui fait que ton patient va mieux? Est-ce que c'est parce que la position de la scapula améliore l'information et donc favorise l'influx nerveux vers le muscle? Est-ce que c'est le muscle qui est dans une meilleure position lui-même pour réaliser sa fonction? Tu vois, le contrôle moteur des muscles scapulaires. Donc, toutes ces questions-là, ben, elles sont en suspens, Greg. Je ne sais pas, en fait. Et c'est pas très grave en réalité. C'est là que je te dis, je ne sais pas très bien. En revanche, si lorsque je réalise ce mouvement-là, j'améliore mon patient, mais il reste une sensibilité quelque part, et que je le reteste, je teste son système nerveux, et que ceci ne l'améliore pas, alors je m'orienterai davantage vers une prise en charge plutôt neuropériphérique, tu vois, ou du même du rachis cervical. Je pense que on ne peut pas être bon sur l'épaule, ça je le dis à longueur de temps. On ne peut pas être bon sur l'épaule sans être bon sur l'examen et le traitement des nerfs et sans être bon sur l'examen et le traitement du rachis cervical. C'est impossible en fait. Donc, ce qui veut dire c'est pas que possible. Tu boucles un peu la boucle. La question que j'avais laissée un peu en suspens au tout départ, c'est finalement, tu dis on ne sait pas exactement ce qui marche, mais finalement, quand tu dis on ne sait pas exactement ce qui marche, c'est que tu as trouvé quand même un mouvement qui améliore et tu ne sais pas ce qui, au sein de ce mouvement, améliore vraiment. Pour prendre un exemple, c'est comme si tu prenais un yaourt à la vanille, tu le trouves bon, mais tu ne sais pas si c'est la crème, si c'est la vanille ou si c'est les œufs à l'intérieur du yaourt qui fait que c'est bon. Tu sais juste que globalement, bah, le yaourt, tu le trouves. Bon, c'est un peu ça l'idée. Tu n'es pas capable de mettre la spécificité de d'où vient la bonne solution, mais en tout cas, tu as trouvé ce qui est amélioré. Et du coup, ça soulève un truc intéressant, c'est que est-ce qu'il y a une forme de hiérarchie dans ta manière d'aborder le patient? Parce que finalement, là, tu dis, on ne peut pas être bon sur une épaule si on n'est pas bon sur le rachis cervical.
Est-ce que dès qu'un patient vient te voir pour une problème d'épaule, ta consultation, c'est quoi? Évidemment, l'interrogatoire. Je sais l'importance que tu accordes à l'écoute de tes patients. Alors, hier, c'est pas tellement le sujet, mais on pourrait en parler. La bienveillance de l'écoute, on est d'accord. Le cadre, c'est quelque chose qui est important et pour lequel toi et moi, on discute souvent. Le cadre de la consultation. Mais aujourd'hui, j'ai plutôt envie de savoir le cadre de ta capacité d'interprétation des informations que va te donner ton patient, qui va t'orienter vers un diagnostic. Je fais juste une petite pause, Fred. Il va me rester 5 minutes sur ce Zoom-là. On va finir Oui, l'enregistrement et je t'en enverrai un oui. juste après. Ok. Moi, mon téléphone, il s'est arrêté depuis longtemps, hein. Donc, j'espère que ça fonctionne, hein. Euh, alors, c'est hyper intéressant, Greg, la façon dont tu abordes. Et je souris en fait parce que quand tu parles, je m'entends aussi dire ces propos-là à longueur de temps. C'est-à-dire, je dis souvent, oui, c'est bien de dire faut écouter le patient, faut écouter le patient, faut l'écouter, c'est bien. Mais si tu sais pas interpréter ses propos, en fait, t'écoutes rien du tout. En fait, s'il parlait à un mur, ce serait pareil. Si un patient arrive aux urgences et il arrive, il dit j'ai très très mal au bras, j'ai très mal au bras, et que la personne qui est en face qui lui dit oh là là, je compatis avec vous, et qu'il n'est pas capable de dire aux urgences, c'est peut-être un signe d'infarctus en fait, c'est l'autre bras d'ailleurs probablement, mais tu vois, si on n'est pas capable d'interpréter les propos du patient, l'écoute ne sert à rien. L'écoute sert à former des hypothèses dans ta tête. Tu formes des hypothèses qui vont être confirmées ou infirmées lors de ton examen clinique. D'ailleurs, pendant l'examen clinique, on continue à questionner le patient. C'est là, c'est pas là, c'est comme ça, c'est ce que vous connaissez. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pas mieux? En fait, cet interrogatoire que je préfère appeler l'entretien clinique, il dure en permanence. Et, euh, et l'interprétation de ce que dit le patient est primordiale. Lorsqu'un patient te dit j'ai le bras justement qui est fatigué, moi, ça veut dire quelque chose dans ma tête. Ça veut dire qu'en gros, ça ressemble pas à une tendinite, ça ressemble pas à une capsulite, tu vois, un truc comme ça. Pourtant, c'est les deux principales raisons pour lesquelles les gens consultent sur des douleurs d'épaule. Et quand quelqu'un dit j'ai le bras fatigué, eh ben, dans ma tête, je me dis, tiens, il va falloir que je vérifie si c'est pas un problème d'origine nerveuse, si c'est pas un problème d'origine vasculaire, ce qui est beaucoup plus rare. Est-ce que c'est pas une instabilité, ce qui est plus rare aussi? Et puis peut-être que je me plante, peut-être que cette hypothèse n'est pas la bonne, mais dans ma tête, je mets un signal d'alarme en me disant, tu ne dois pas rater cela, vu le terme que ce patient a employé. Et donc, l'interprétation dont tu as parlé, elle est primordiale. Le discours du patient, les mots qu'il utilise, sa façon de se comporter, la topographie de sa douleur, la façon qu'il a de se soulager lui-même. Qu'est-ce qui le soulage? Comment il dramatise ou pas sa situation? Ça aussi, c'est important Mmh. parce que ça nous permet de voir si c'est un patient qui va bien répondre ou s'il va falloir euh, solliciter d'autres stratégies thérapeutiques, hein. Jean-Sébastien Roy, qui est un physiothérapeute canadien, il disait québécois, il disait bon ben en fait on a ces drapeaux jaunes qui sont là, on les connaît, les drapeaux liés à la psychologie, à la sociologie du patient. Qu'est-ce qu'on en fait? Ben, en fait, on ne sait pas très bien, nous, qu'est-ce qu'on doit en faire, mais on sait qu'ils sont là, en fait, tu vois, ils sont là et on fait avec. Et on prend probablement pas de la même façon un patient qui est en détresse par rapport à sa douleur, qui est extrêmement kinésiophobe, extrêmement catastrophiste, avec un sportif qui a l'habitude de se blesser et qui a l'habitude d'avoir ce type de douleur et qui manage très bien sa douleur. On n'est pas du tout dans la même situation clinique, hein. Donc voilà ce que je peux dire par C'est rapport à cela. hyper intéressant. Je vais faire une légère digression. Euh, Justement, ce côté d'étiquetage des patients en fonction de ces drapeaux jaunes, sa topographie de douleur, l'apparition de ses symptômes, sa capacité à se les gérer, mais aussi ses antécédents médicaux et aussi ses pratiques sportives. Tout ça, est-ce que c'est pas complètement lissé quand on fait des méta-analyses? Ce qui explique aussi Euh, qu'on a plus de difficultés à dire tel exercice est supérieur, tel exercice est supérieur. Pour faire très simple, peut-être que ça, ce serait plus bénéfique pour les crossfitters qui font du overhead squat, mais que par exemple pour un pianiste, ça n'a pas d'intérêt. Tu vois ce que je veux dire? Tiens, j'étais en train de penser là pendant la pause à un truc. Ouais. Fais comme ça avec ton bras. Mets tes deux mains comme ça, face à toi. Voilà. Enlève le bras droit. Non, enlève, pardon, le bras gauche. Excuse-moi. Enlève le bras gauche. Garde ton bras comme ça. Et tu appuies dessus, sur le poignet, tu l'appuies vers le bas. Ok. Fort.
Ça tient bien là? Ouais. OK. Maintenant, tu mets ta main gauche, tu la remets à nouveau. Non, tu la remets dans la même position pour être sûr que c'est pareil. Là, au centre, tu n'étais pas au centre, j'ai l'impression. Voilà, comme tu étais tout à l'heure. Dos de main contre dos de main pour être sûr que c'est au même endroit. Tu enlèves ta main droite et tu appuies dessus. Ouais. C'est comment là? Là, c'est pas pareil, je le sens tout là. OK, reste comme tu es. Remets tes mains comme elles étaient. OK, tu tournes ta main complètement vers le plafond maintenant. Ta main gauche vers le plafond. Ouais. Voilà, au même endroit. Au même endroit, tu restes dans la même adduction. Voilà, et tu appuies dessus. Appuie dessus. Ouais. Est-ce que Là, c'est mieux ça? oui, c'est mieux. Je suis plus fort. Tu es plus à l'aise? Ouais. OK. Mais c'est pas non plus comme du côté droit. Ouais. Ah, tu as un petit truc à l'arrière, c'est sûr, qui t'embête. Ça te plaît pour l'instant, ce qu'on se raconte? Très bien. Ça te Je convient? ne sais pas si ça intéressera, mais moi, ça m'intéresse. Bon, et ben, donc si ça t'intéresse, moi ça m'intéresse. Ma dernière question, la dernière question, c'était sur justement les méta-analyses et le manque de profilage des patients dans les méta-analyses. Oui, c'est ça. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. On Euh, reprend là? ouais, on reprend là. Donc justement, la question que je me pose, Fred, c'est sur ce manque de profilage des patients euh, qui fait que forcément les méta-analyses ne trouvent pas de supériorité de tel ou tel traitement ou de telle spécificité d'exo, parce que de fait, les patients qu'on laisse entrer dans cette méta-analyse sont tous trop différents. Et c'est là, Greg, que tu pointes du doigt un élément très important, c'est la méthodologie. C'est pour ça que quand on regarde, quand on lit de la littérature, on le dit souvent aujourd'hui, mais j'ai appris ça de mes maîtres qui étaient des enseignants-chercheurs déjà à l'époque, que la chose la plus importante, c'est le design et la méthodologie qu'il faut lire en premier. Il ne faut pas lire la conclusion, il faut lire la méthodologie d'abord. Et dans la méthodologie, il y a les critères d'inclusion des patients, tu sais. Dans ces critères d'inclusion, quand tu vois que les patients qui sont inclus, effectivement, ce sont des patients qui ont entre 40 et 70 ans, qui ont des tendinopathies d'épaule et qui sont diagnostiqués de façon assez globale, en ayant mal à l'épaule quand ils bougent le bras, et puis ils ont mal depuis pas mal de temps, et qu'à l'imagerie, il y a un signe de tendinopathie ou de bursite, et bien là, le profil, il n'est pas du tout ciblé. C'est-à-dire que tu as là-dedans une quantité phénoménale de gens très, très différents, à la fois dans leurs épaules, puisqu'ils ont des âges très différents, et à la fois dans leurs caractéristiques psychologiques et sociologiques. Et de là, ensuite, tu vas avoir des critères d'exclusion. Donc, on va te dire qu'on va exclure, par exemple, les gens qui sont en accident de travail, parce qu'on sait que ça peut poser un souci en termes de compréhension, parce que cet élément-là a un impact sur la capacité de guérison des personnes. Il faudra leur donner des stratégies thérapeutiques particulières. On va retirer peut-être certaines personnes qui sont en dépression, et encore, je ne sais même pas si c'est exclu. Si maintenant on décide de faire un essai clinique où on va analyser ces données-là en particulier, et c'est de plus en plus fait à la fois par les médecins, les kinésithérapeutes, mais même par les chirurgiens, pour essayer de dégager, par exemple, lorsque les chirurgiens opèrent des personnes, ils se rendent compte qu'à la fin, eh bien, certains sont satisfaits et d'autres sont insatisfaits. Et quand ils regardent les critères, leurs propres critères d'évaluation, ils ont les critères qui correspondent les uns aux autres. Et ils se disent, mais pourquoi il y en a un qui n'est pas content et l'autre qui est content, alors qu'il lève le bras pareil, il soulève pareil, etc. Et c'est là qu'apparaissent les autres facteurs psychologiques et sociaux. J'aime bien différencier les deux et ne pas dire psychosociaux, justement. Les éléments contextuels du patient, les facteurs psychologiques et sociaux, parce qu'on va essayer d'aller trouver des réponses ailleurs. Et tu as raison, on ne peut pas, lorsqu'on analyse l'effet d'un exercice, cibler de façon suffisamment précise les patients pour essayer d'éliminer tous les autres facteurs. Ce n'est pas possible. En revanche, quand tu étudies une population de sportifs qui pratiquent le tennis et qui sont en général des gens qui ont entre 20 et 28 ans, bien là, tu cibles déjà beaucoup mieux parce que l'âge est à peu près le même, les pathologies vont être similaires, les caractéristiques psychologiques des patients vont être assez proches. Les gens sont très différents dans leur abord du sport, mais elles vont être assez proches.
La réalité, c'est que les personnes auront les mêmes objectifs, qui est de reprendre le sport très souvent. Et même là-dedans, maintenant, tu le sais, on a de plus en plus de questionnaires psychologiques des sportifs parce qu'on sait à quel point un sportif qui se blesse, on n'est pas uniquement dans le traitement de sa lésion structurelle, on va être dans un abord des éléments émotionnels, des éléments psychologiques, de l'environnement du sportif. Ça prend de plus en plus de place et on voit à quel point ces facteurs-là peuvent influencer la guérison. Donc oui, tout ça est très compliqué, effectivement. Pour en revenir finalement à la pratique, parce que donc ça, c'est les Enfin, données issues. compliqué, excuse-moi Greg, complexe, c'est pas Hum, pareil. Oui, c'est complexe dans le sens où il y a beaucoup de données à traiter, mais ce n'est Voilà. pas forcément difficile de les traiter. Il faut juste, et c'est la question finalement que j'allais te poser. Tout à l'heure, tu parlais de ton expérience qui finalement fait que des tennisman de 28 ans avec telle symptomatologie, tu en as déjà fait 50 dans l'année. Donc au 51e, tu vas pouvoir avoir des raccourcis, aller directement tester parce que sur les 50 que tu as vus, tu en avais 28 qui avaient un problème de cervicale et de tendinite, tu en avais 4 qui avaient une instabilité post, tu en avais 8 qui avaient une instabilité hante. Et du coup, tu vas directement pouvoir apporter des exercices de modulation de symptômes issus de ton expérience sur ce profil de patient-là. Est-ce que c'est ça ce que tu appelles ton expérience? Est-ce que c'est comme ça que tu bosses? Moi, je sais que c'est comme ça que je bosse. Alors, c'est effectivement le cas avec la problématique quand même que si on ne prend en compte que cette expérience-là, eh ben, on est biaisé par notre propre pratique. C'est-à-dire que notre pratique nous biaise. Moi, ma pratique, elle est atypique. Donc, ne prendre en compte que ma pratique pour orienter mes choix thérapeutiques et diagnostiques, ce serait me baser sur une pratique qui est de toutes les façons à elle seule atypique. Donc, c'est pour ça que c'est très important aussi de discuter avec les autres collègues, de se réunir, d'échanger en conférence. Et ça, les médecins le font énormément. Ils se font des staffs cliniques beaucoup plus que nous. Et ils se réunissent autour de cas cliniques justement pour essayer de discuter et de cumuler leurs expériences individuelles. Et je crois beaucoup dans le consensus d'experts, beaucoup, beaucoup là-dedans. Je Justement, pense quand que on avait quand mangé ensemble, tu te rappelles, tu m'avais évoqué ce cumul de données issues de la littérature qui n'était plus uniquement la donnée, mais qui incluait dedans les spécialistes. Je ne oui, me tout à rappelle plus fait. du nom, c'est ça. En fait, il y a des protocoles de recherche qu'on appelle les protocoles Delphi aujourd'hui, Oui, qui c'est est ça. une méthodologie de recherche où on va questionner des experts. Alors, la seule rigueur qu'il faut avoir, c'est sur le choix de ces experts-là. Hein. Donc, c'est des gens qui connaissent bien un domaine et tu questionnes, admettons, 100 personnes. Ce qui est intéressant quand tu fais un Delphi, c'est que souvent, ils se situent dans le même pays. Et tu sais que les pratiques diffèrent d'un pays à un autre, tout simplement parce que la culture est différente, parce que le système de santé est différent, que les patients ne sont pas les mêmes, que même parfois les maladies ne sont pas les mêmes. Hein. En Occident et en Afrique et en Inde, il n'y a pas les mêmes maladies. Donc, nous, on est dans le champ musculo-squelettique, donc on trouve à peu près la même chose dans les différents pays, mais ce n'est pas tout à fait la même chose quand tu as une capsulite dans un pays où le système de santé ne te donne pas l'occasion de te soigner gratuitement, comme c'est à peu près le cas en France, normalement un peu partout. Et donc, ces éléments-là font que quand tu vas questionner des experts du même pays, si tu questionnes 100 experts sur une question en particulier, et c'est que ces experts, et une question pour laquelle la littérature n'a pas particulièrement de réponse et d'orientation. Par exemple, je pense là à qu'est-ce qu'on fait face à une tendinopathie calcifiante dans telle situation. On n'a pas tellement d'arbre décisionnel. Eh bien, on questionne des gens et on leur dit, voilà, qu'est-ce que vous faites face à un patient qui a ça? Qu'est-ce que vous mettez en œuvre comme traitement? Si tu en as 80 sur 100 qui répondent la même réponse, je pense que tu peux te dire que ce choix et cette orientation thérapeutique, elle est un minimum fondée, au moins sur l'état de l'art actuel. Ça va peut-être changer, mais au moins s'il y a 80 personnes sur 100 qui sont des experts, qui ont l'habitude de travailler sur un domaine, qui sont d'accord pour dire qu'il faut plutôt faire ça, tu peux t'appuyer dessus, je pense. Ça, D'ailleurs, c'est… ça me fait penser, tu sais, la réflexion que tu m'avais donnée sur justement typiquement l'interrogation. C'est juste une interrogation que tu avais, Fred, sur une épaule, euh, une épaule raide n'était pas du tout une épaule luxée. Et tu te disais, c'est surprenant que finalement, nous, en tant que kiné, on va être amené à la fois à traiter une épaule raide, une capsulite et une épaule luxée.
Et tu disais, Instable, 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 instable. pardon, Parce qu'excuse-moi. une épaule qui est luxée, elle est raide, Greg, tu sais bien. Tu en as déjà vu sur les terrains de rugby, le mec, il Ouais. bouge plus son bras, Et hein. moi, je Quand elle est me- sortie, la tête, tu verras, il va pas bien. Donc, et, une et tu, épaule instable et une épaule raide, voilà. effectivement. Et tu disais, bah, on demande au kiné de traiter deux symptomatologies très, très différentes, quasiment à l'opposé. Et on demande la même chose à un chirurgien qui est spécialiste de l'épaule, de faire une épaule instable le matin et de faire une épaule raide l'après-midi. Bah alors là, ce serait plutôt sur une omarthrose avancée, ce genre de choses-là. Et tu disais, ce serait intéressant finalement que les chirurgiens ne soient pas spécialistes d'une articulation, mais d'une symptomatologie. C'est-à-dire que le chirurgien allait traiter des arthrodèses, donc sur des rachis type instables, ou alors justement sur des prothèses de hanche ou des prothèses de genoux sur des genoux qui étaient essentiellement douloureux. Mais enfin, mince, je me mélange un peu les pinceaux dans mon explication, mais je te vois comprendre. Est-ce que les chirurgiens ce serait pas intéressant pour eux de traiter non plus seulement une articulation, mais une symptomatologie? Alors, c'est la question que je me suis posée et je l'ai adressée à des chirurgiens que je connais bien et ils n'étaient pas d'accord avec moi. En fait, ce que je me disais, c'est que je pense qu'un chirurgien qui fait, par exemple, quand tu parles de symptomatologie, on peut parler de population, en fait. Si un chirurgien fait que de la traumatologie du sport, il va traiter l'entorse de genou et il va traiter l'instabilité de l'épaule très souvent, tu vois. Mais il fera jamais d'omarthrose ou de gonarthrose parce que c'est un chirurgien qui fait beaucoup de traumato du sport, qui va avoir beaucoup de jeunes. Et en ce sens, euh, il connaît les objectifs de ses patients, il connaît la psychologie de ses patients, il connaît les enjeux de sa chirurgie. Il va opérer le patient uniquement s'il sait que cela va améliorer la performance à la fin du patient. Et s'il se fait opérer d'une épaule, c'est pas pour avoir juste une épaule qui lui fait pas mal, c'est pour lui permettre de servir comme il servait auparavant. Les enjeux sont importants. Et je me disais qu'il y avait plus de cohérence en fait entre un chirurgien qui traitait un genou instable chez un sportif et un chirurgien qui traitait le même chirurgien qui traitait une épaule instable chez un sportif, qu'entre un chirurgien spécialiste de l'épaule qui va traiter l'épaule d'un sportif et ensuite l'épaule d'une personne de 80 ans à qui il va poser une prothèse. C'est Ça la n'a même rien à articulation, voir. mais pas du tout Ça la n'a même. rien à voir. C'est pas les mêmes patients, c'est pas les mêmes enjeux. Je trouvais qu'il y avait plus d'homogénéité là-dessus. Et il y a certains chirurgiens qui s'orientent sur la traumatologie du sport, et c'est des chirurgiens du sportif, et eux, ils font effectivement de la cheville, du genou, de l'épaule. Alors on va se dire, ouais, ils touchent à tout, ils peuvent pas être bons. Ouais, mais en fait, ils traitent des catégories de personnes qui ont les mêmes objectifs. Et puis d'autres vont se dire, je suis spécialiste de l'épaule, donc ils vont faire des prothèses d'épaule, des instabilités d'épaule, des coiffes. Et ça, c'est un petit peu différent en fait. C'est très différent. Moi, je connais des chirurgiens qui posent très très bien des prothèses, qui ne sont pas forcément très très bons sur les instabilités et vice-versa. Donc, c'est pas pour aller vers, justement, je me dis, est-ce que c'est ce qui a l'intérêt d'aller vers l'hyper spécialisation? On finirait par avoir que des chirurgiens qui posent que des prothèses, ou est-ce qu'une transversalité par rapport à une classe de population, et ça rejoint ce que tu disais par rapport au profilage, une classe de population qui aurait les mêmes objectifs et on serait capable de traiter en fait tous les problèmes de cette population. Et alors, en quoi ils n'étaient pas d'accord avec toi? Là, parce que ceux qui font que de l'épaule, ils disent non, mais moi je suis bon dans toute l'épaule. Et ils n'ont pas envie de faire de la cheville, et ils n'ont pas envie de faire du genou, tu vois. Et tu vois, et finalement, tu disais la même chose. Moi, aujourd'hui, je fais que de l'épaule et je pourrais pas faire de la cheville et du genou. C'est peut-être la même chose, Exactement, finalement. exactement. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose de normal en fait. Je ne sais pas. En tous les cas, je sais que les patients, ils aiment bien avoir des gens qui sont spécialistes. Ils ont l'impression qu'ils seront mieux soignés par des spécialistes. Et je me bats un petit peu contre cela. Moi mon objectif, quand je fais de la transmission, quand je fais de l'enseignement, c'est que les kinés soient capables de prendre en charge 98% des patients qu'ils auront à voir sur des pathologies d'épaule. Pas qu'ils sachent prendre en charge celui qui va venir me voir demain matin au cabinet. Et je te le dis sincèrement, c'est pas une blague. Il m'est arrivé là, il y a une semaine, d'enchaîner deux, trois patients sur des cas cliniques que je n'avais jamais vus en plus de 20 ans. Tu vois. Donc, on ne peut pas enseigner cela. Ça sert C'est à pas rien, en possible. plus. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Et puis, c'est du temps perdu pour eux. Moi, je veux qu'ils traitent le plus gros, là où ils auront le plus
de patients à voir en face d'eux. Il faut que les gens qui ont des tendinites d'épaule, des gonalgies, des lombalgies, puissent aller voir n'importe quel kiné. Ils sonnent à la porte et ils savent qu'ils auront un bon traitement. En fait, je crois qu'il faut relever, si je peux me permettre, hein, c'est vraiment pas quelque chose, c'est pas un jugement que je porte, mais je crois qu'il faut relever les niveaux moyens. Le niveau moyen des kinés, il faut qu'il soit plus haut, plutôt que de sortir que des élites de kinés qui sont hyper spécialisées. Ça, je ne crois pas en ça, parce que c'est, en plus, je ne vous considère pas du tout comme une élite, hein, mais des gens hyper spécialisés, qui connaissent hyper bien un domaine, ça fait briller les yeux des patients, mais en fait, ce n'est pas ça le système de santé. La santé publique, c'est donner accès au plus grand nombre à des professionnels qui ont un très bon, un bon bagage moyen. C'est intéressant parce que relever le niveau moyen. Je trouve même qu'un patient qui est en échec thérapeutique avec un spécialiste, il va être encore plus au fond du seau. Parce qu'il aura l'impression d'avoir vu le meilleur. Complètement. Et de se dire, putain, j'ai vu le meilleur. Si même le meilleur n'a pas trouvé, c'est que je dois avoir un truc très, très compliqué. Et moi, souvent, ce que je me dis, c'est que le meilleur, il est très, très bon dans ce qu'il fait. Et juste, si vous ne répondez pas à ça, c'est que vous étiez juste en dehors de sa spécialité. Et maintenant, exactement. Moi, on a parfois un peu le même type de profil de patient, mais moi, plus général, moi, ils ont été en échec thérapeutique sur 2, 3 et pas que sur l'épaule. Et en fait, moi, souvent, ce que je fais, c'est que je commence par leur faire des trucs simples. Et ce dont je me rends compte, c'est qu'une bonne partie des gens qui sont en échec thérapeutique, qui viennent me voir, c'est qu'en fait, ils pensent qu'ils ont un truc compliqué parce qu'ils ne répondent pas à des trucs compliqués. Ils se disent, c'est encore plus compliqué ce que j'ai, mais juste parce qu'en fait, on ne leur a jamais proposé des choses simples. Oui. En fait, moi, je considère que c'est compliqué qu'une fois que les choses simples ne fonctionnent pas. Et pour faire simple, pour revenir à l'épaule, parce que finalement, tu as répondu qu'à la première question, quels sont les 3 grands trucs qui ont changé? Je trouve que la première chose simple d'une épaule, c'est d'éliminer la composante cervicale, ou de l'inclure, mais de savoir s'il y a un rôle des cervicales. Numéro 2, et des nerfs. Oui, pardon. Cervicales et des nerfs. Cervical, pour moi, c'est au sens très large, ça va être cervical et aussi radiculopathie d'origine cervicale. Et ça, on a des tests pour inclure ou pour exclure les douleurs. Tu l'as évidemment cité, hein, les ULNT dont je parle régulièrement, mais aussi on a des prismes qui viennent des cervicales. Il y a des examens cliniques neurologiques périphériques qui sont précis, qui ne s'appuient pas uniquement sur ces tests-là. Il ne faut pas les faire systématiquement. Hein, j'en parlais récemment. Et éliminer une origine cervicale et nerveuse, c'est quelque chose en fait, qui doit aller vite. Ça ne doit pas consister… Voilà, l'interrogatoire, l'entretien avec le patient, les signes cliniques, la topographie, la réponse à certaines modulations de symptômes. Tu vois, il y a un signe qui me fait toujours rire, mais c'est vrai que bouger la tête et reproduire un symptôme du patient ou modifier un symptôme du patient quand tu bouges la tête d'un patient, déjà, tu te dis, il y a quelque chose qui vient d'ailleurs. Je l'avais fait en poste et tu avais réagi. J'avais un patient pianiste. Il me disait, j'ai des douleurs dans le bras. Je lui demande, OK, sur quoi vous avez mal? Il me dit, j'ai mal typiquement quand je brosse mon cheval. Et du coup, je lui avais mis une kettlebell de 2 kilos. Ça ressemble à peu près à l'effort. Il me dit, ouais, c'est ça. Je dis, bon, faites ça. Il me dit, OK, là, j'ai mal. Et je lui demande, OK, faites ça. Ah, j'ai plus mal. OK, je pense que ce n'est pas un problème d'épaule, c'est un problème cervical. Ça a pris 2 secondes et tu gagnes un temps fou. Et alors, toi, ce que je fais en général, Greg, tu vois exactement dans ce que tu viens de dire, c'est que le patient, en fait, qui vient te voir, et ça, on repart sur quelque chose dont on a parlé précédemment, c'est que lorsque le patient est persuadé, parce qu'on le lui a asséné, parce que l'imagerie le lui a dit, qu'il a un problème d'épaule, tu ne peux pas venir et lui dire ce que vous avez, c'est un problème de cervical. Ça ne marche pas. Il faut que la réponse vienne de lui. Et donc, comme tu viens de le dire, tu as dit, là, je pense que c'est un problème de cervical. En fait, tu ne le dis pas ça à ton patient. En général, tu le penses. Quand tu lui as dit ça, tu le pensais face à ton patient. Et ce qui est intéressant, c'est de dire au patient, en fait, tout simplement, à votre avis, qu'est-ce qu'on vient de montrer là à l'instant? Et les patients ne sont pas cons. Hein. Quand ils bougent la tête et qu'ils sont améliorés, ils se disent, est-ce que ça vient du cou? Et là, on vient le confirmer. Je crois que c'est très important pour l'adhésion du patient à l'hypothèse. Parce que c'est une nouvelle hypothèse de traitement. J'avais posté un cas clinique où il y avait une jeune femme qui avait mal à l'épaule. Elle était très jeune, depuis 10 ans. Et quand je lui ai dit, est-ce que vous pensez que votre problème vient d'ailleurs? Elle m'a dit, non, ça ne peut pas venir du pied. Donc, je l'ai laissé. Et puis ensuite, je suis revenu à cela. Et c'est elle qui a dit, oui, ça pourrait expliquer pourquoi je me fais traiter pour l'épaule depuis 10 ans et que ça ne marche pas. C'est peut-être parce que ça vient d'ailleurs. Et à partir du moment où
l'hypothèse vient d'elle et qu'elle accepte que ce pourquoi on l'a soignée, ce sur quoi elle a éventuellement un accident de travail même, ce pourquoi elle a eu un accident tout court, une chute à cheval, ce pourquoi elle se fait soigner, ce pourquoi elle a des traitements, ce pourquoi l'imagerie a montré qu'elle avait des problèmes, eh ben, ce n'est pas vraiment ça. Quand elle accepte, déjà, tu as une part du traitement qui peut être mis en œuvre. Mais si elle le refuse, c'est foutu. La meilleure modulation de symptômes qui n'est pas comprise par le patient ne sert à rien. Et j'ai régulièrement des échecs face à ça. Parce qu'il faut que le patient l'accepte lui-même. Hein, ça, c'est quelque chose d'important. Donc, ça doit aller vite, l'histoire des cervicales et des nerfs. Et après, souvent, en fait, ce qu'on fait, c'est que, ce que tu as précisé, on regarde si le mouvement des cervicales améliore le patient, si des étirements de nerfs reproduisent les symptômes que connaissent les patients. Bon, une fois qu'on a balayé tout cela, si c'est négatif, ça doit aller très vite. On s'intéresse à l'épaule parce que peut-être qu'un patient qui vient nous voir pour un problème d'épaule, c'est vraiment un problème d'épaule. Hein, on a le droit aussi d'avoir le bon diagnostic. Et parfois, on y revient. C'est-à-dire que lorsque, et ça arrive de temps en temps, lorsque l'examen clinique ne permet pas de comprendre la problématique de l'épaule, là, je reviens à un examen beaucoup plus poussé des cervicales et des nerfs et je vais faire un examen des nerfs où je vais utiliser des outils pour tester la sensibilité nerveuse, pour tester la réponse des nerfs, pour tester les réflexes, etc. Tu vois, donc je ne le fais pas systématiquement parce qu'on va partir quand même du principe que quelqu'un a mal à l'épaule parce qu'il a mal à l'épaule, même si c'est fréquemment mélangé au reste. Tu as parlé de tes échecs. Question rapide, Fred. Tu es souvent en échec? Ben déjà, quand tu vois des cas très compliqués, ton taux d'échec, il a le droit d'être un petit peu plus élevé. Ça dépend ce qu'on appelle l'échec. L'échec, si c'est ne pas améliorer du tout un patient, je crois que ça ne m'arrive pas si souvent, je crois. L'échec, si c'est ne pas trouver de solution pour le patient, ça ne m'arrive pas souvent parce que régulièrement, en fait, je ne suis pas la solution, mais d'autres le sont. La chirurgie, la médecine, les infiltrations, plein de choses comme cela. Et donc, les patients viennent me voir. J'ai eu récemment un monsieur qui avait 74 ou 75 ans, qui ne pouvait plus lever son bras comme ça. Et donc, il ne pouvait plus lever son bras tout simplement parce qu'il n'avait plus de coiffe. Il avait une rupture massive de la coiffe. Et bon, alors, je sais bien que les kinés, ils pensent que ce sont des dieux et qu'ils arrivent à tout changer. Mais il faut qu'on arrive aussi à être un petit peu humble de temps en temps. Et quand tu n'as plus de moteur dans une voiture, elle avance un petit peu moins vite, même si tu la pousses. Donc, nous, la chance qu'on a, c'est que on peut ne plus avoir de moteur dans l'épaule, mais on a des moteurs accessoires. Ce n'est pas comme une voiture, justement. La comparaison, d'ailleurs, entre la voiture et l'épaule est très mauvaise. Je me rends compte à chaque fois. Tu sais, j'ai régulièrement fait des comparaisons comme celle-là, je t'en reparlerai après. Et en fait, je trouve que sur plein de points, la comparaison épaule et voiture est mauvaise. Et donc, ce patient-là, en fait, il voulait absolument que je lui permette de retrouver une fonction. Et je sais que j'ai un pourcentage de chance de le lui faire récupérer. Quand le patient, j'ai testé son épaule, que je l'ai suivi, qu'il a été très attentif, très observant et qu'il était convaincu que j'allais l'aider en plus. Donc, ça veut dire qu'une part placebo était présente et ça, j'en joue énormément. Quand au bout de 2 mois, j'ai 0 évolution, ça veut dire que je ne peux pas l'aider et ça veut dire que la chirurgie va énormément l'aider. Donc, est-ce que c'est un échec? Pour moi, ce n'est pas un échec, ça. Un échec, ça voudrait dire qu'on ne comprend rien, on n'a pas de solution, on ne peut pas réorienter le patient. Là, c'est juste que la rééducation n'est pas la thérapie adaptée à ce patient-là. Voilà. Et après, sur d'autres patients sur qui j'aurais des échecs, tu sais, j'ai la chance de travailler en cabinet de groupe et donc quand je patine un petit peu, je demande à des collègues et on est toujours mieux à plusieurs cerveaux aussi. Même des collègues qui ont moins d'expérience que moi, mais qui ont un autre prisme de vision. Ils vont regarder le patient différemment et parfois, on y arrive à plusieurs. Okay. C'est rare quand on n'y arrive pas du tout. Pour reparler de la voiture. Pendant longtemps, j'ai dit, tiens, tu m'as dit qu'est-ce qui a changé beaucoup dans la pratique. Donc, c'est ton deuxième point là, Fred. Ton deuxième point qui a changé. Okay. Ouais. Deuxième point, on fait de l'actif sur de la raideur. On fait même des exercices contre résistance sur des épaules raides. Pendant des années, j'ai enseigné le fait que une épaule raide, il fallait la libérer avant l'assouplir, avant de lui faire de l'actif. Et je disais, vous voyez, c'est comme une boîte. D'abord récupération des amplitudes passives, puis travail actif.
complètement. Et je comparais souvent cela au frein à main des voitures où je disais, bah, si le frein à main est tiré, tu peux plus avancer. Il faut desserrer le frein à main pour pouvoir avancer. Et le frein à main, ben, c'est la mobilité. Eh bien, ça a été infirmé par la littérature, tout simplement. C'est-à-dire qu'on se rend compte que travailler sur des épaules, je mets de côté les épaules qui sont opérées parce que ça peut porter à confusion, à débat, à discussion avec les chirurgiens. Et toutes les autres épaules qui manquent de mobilité, eh bien, on n'est pas obligé de récupérer la souplesse avant de proposer des exercices actifs et même avant de proposer des exercices contre résistance. Ce qui va moduler, c'est plus l'irritabilité de l'épaule que le fait qu'elle soit raide ou pas. Ça, c'est grand changement, deuxième grand changement. Et on le voit régulièrement, on le voit de plus en plus que pour traiter le manque de souplesse de la hanche, du genou, de l'épaule, on propose des exercices pour améliorer le contrôle dans les gains d'amplitude qu'on récupère, et même avec des résistances. Il y a de la publication là-dessus, c'est intéressant. L'irritabilité, tu peux en parler 2 secondes? Ben, c'est tout simplement le fait que le patient il ne tolère pas la charge qu'on lui donne, il va avoir une reproduction de ses symptômes, il va avoir, par exemple, sur des tendinites, tu as des gens qui ont 8 de douleur, tu as des gens qui ont 1 de douleur, donc c'est la même pathologie, mais le niveau de douleur, il n'est pas le même. Tu as des gens qui ont des capsulites avec 10 de douleur, et puis tu en as d'autres qui sont à 4 de douleur, et c'est la même maladie, donc tu ne peux pas traiter de la même façon. C'est ça qui va être l'indicateur qui va te permettre de dire je fais ça ou ça sur le patient. L'irritabilité, du coup, est-ce que ça veut dire que tu viens chercher toujours en infradouloureux ou est-ce qu'il y a une zone d'irritabilité, une zone de douleur que tu vas venir chercher au sein de tes rééducations en actif? Ça va dépendre en fait du type d'épaule qu'on a en face de nous, mais si on parle par exemple des tendinopathies, pendant longtemps on avait rééducation infradouloureuse, etc. On sait qu'on peut aller chercher la douleur. Alors souvent, on donne le critère qu'elle ne doit pas dépasser plus de 5 sur 10. Je pense que c'est un critère qui n'est pas très bon en réalité. En revanche, ce sur quoi on est d'accord, c'est que quand après la séance, le soir qui suit ou le lendemain, on a des douleurs, c'est qu'on a probablement mal dosé la séance si on a un réveil de symptômes importants la nuit qui suit ou le lendemain. Donc, en fait, on va charger l'épaule et puis on va voir comment elle tolère cela. Soit on regarde a posteriori, soit ce que j'aime bien faire, moi, c'est pendant l'exercice de me dire, voilà, si pendant l'exercice, quand je fais mon effort ici, ça tire, c'est un peu douloureux, quand je reviens, la douleur doit s'arrêter net. Et en général, quand je respecte cette règle-là, mes patients n'ont pas de flambée de douleur sur la nuit qui suit le lendemain. Donc, tu vois, c'est ça un petit peu l'expérience et ce que dit la littérature. La littérature, elle dit, dans les consensus d'experts, c'est même pas la littérature, les consensus d'experts disent la douleur doit te permettre de réaliser la série qui suit. Donc, quand tu t'arrêtes à ta série, tu as fait une série de 15, on t'arrête, et là, ta douleur doit s'estomper pour te permettre de faire la série suivante. Moi, dans ma pratique, je suis intra-série. Je suis entre chaque répétition. Je peux avoir un mouvement qui fait mal, mais dans le retour de répétition, je veux que ça s'arrête, comme dans un squat. Tu peux peut-être tolérer qu'à la descente, tu aies un peu de sensibilité, de tiraillement, mais quand tu es debout avec ta charge et que tu as les jambes tendues, il n'y a pas de raison que tu aies mal au genou. C'est à peu près la même chose sur l'épaule. Que sur ça, on en est au début de comprendre que peut-être c'est vachement, au-delà de l'individu dépendant, tendon dépendant, que certains tendons toléreraient mieux cette irritabilité, tandis que d'autres auraient plus tendance à flamber. Tu retrouves ça ou je l'ai inventé cette donnée? On ne sait pas très bien en fait si les tendons d'épaule c'est à peu près comme les autres et on transpose des données qui viennent du membre inférieur, les diagrammes de Cook et Purdam, le continuum sur la tendinopathie, on transpose ça à l'épaule sans même savoir si c'est exactement pareil parce qu'il y a une donnée qui est importante, c'est que les tendons de la coiffe ils cicatrisent pas, alors que les tendons des membres inférieurs ils cicatrisent et on transpose ce que l'on sait à la coiffe. Alors souvent on a dit dans barrière, c'est pas pareil, c'est pas la même articulation, elle est plus sensible donc on fait pas de douleur. Et puis, on se rend compte qu'en fait, que le patient peut tolérer de la douleur. La seule chose, c'est qu'il semblerait qu'il ne faut pas aller rechercher la douleur absolument. D'accord. Et que ton patient, il peut très bien aller mieux, même si tu le pousses pas à la douleur au maximum. En revanche, quand on pousse le patient un petit peu à la douleur, il semble aller mieux tout de suite après. En fait, tu vois, c'est-à-dire qu'il a probablement une diminution de sa sensibilité du fait que tu es poussé un petit peu plus loin. Mais tout ça, c'est du dosage, tu vois, c'est pas évident. Et puis, quand on parle de douleur, est-ce que c'est vraiment la douleur
aiguë, c'est pas la douleur pour laquelle il vient nous voir, le patient. C'est le tiraillement, c'est le fait que le patient soit difficile pour lui, ça tiraille, tu vois. Il faut savoir différencier les deux, je pense. L'inconfort Ah, et la douleur, la reproduction de symptômes et l'inconfort au travail musculaire, je suis entièrement d'accord avec toi. Et pour un sportif, à la limite, c'est plus facile parce qu'il connaît bien son corps, mais pour quelqu'un qui n'a jamais fait de sport, c'est parfois difficile. Fred, il nous reste oui, 8 minutes, c'est OK pour toi? 8 minutes 40. ouais, ouais, c'est parfait. Sur le troisième point que tu voudrais évoquer, sur le troisième gros changement? Je ne sais pas s'il y en a un troisième. Attends, je réfléchis. Qu'est-ce qui a vraiment changé? Donc, il y a ça, il y a ça, il y a la compréhension. Bah, alors, ce que je vais dire, oui, si, il y a un troisième gros changement. Alors, tu vois, donc le premier changement, c'est que j'ai dit, on s'est libéré De la bonne étiquette de du la fait, douleur, la voilà, spécificité de la du douleur. fait d'essayer de comprendre d'où ça venait et pourquoi on améliore les choses, d'une vision mécanique qui est importante quand même. Hein, c'est de la mécanique quand même tout ça, hein, mais on s'est libéré de certaines choses. La seconde, c'est ça, c'est le fait de travailler sur des raideurs en actif et contre-résistance, ça a beaucoup changé. Et puis la troisième, c'est la principale, c'est qu'on fait beaucoup plus d'actifs qu'avant. Voilà, clairement. C'est-à-dire que les épaules que je traitais il y a 15 ans, je faisais énormément de traitements de thérapie manuelle. Aujourd'hui, je continue le traitement de thérapie manuelle, mais la part d'actifs, elle a explosé en fait. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est très probant et qui est très formel et pas uniquement sur les pathologies de l'épaule. On Donc peut ça, j'ai retrouver vu d'ailleurs ouais, sur tes réseaux à toi, évidemment, tous les liens sont dans la description, mais le nombre d'exercices que tu donnes à tes patients, c'est assez hallucinant. Beaucoup Alors, d'élastiques. alors, Greg, je veux mettre quelque chose de clair là-dessus. C'est pas parce que je diffuse beaucoup d'exercices que je fais faire beaucoup d'exercices différents à mes patients. En réalité, moi, j'ai une petite batterie d'exercices qui sont mes top 10, mes top 15, mes top 20. Souvent, je dis aux collègues, celui-là, il est dans mon top 3, celui-là, il est dans mon top 3, et puis en fait, j'en donne 10 qui sont dans mon top 3. Et je peux diffuser des dizaines d'exercices, je peux proposer des centaines d'exercices différents sur l'épaule avec, tu modules juste un angle, un truc. Mais en réalité, quand tu regardes les sportifs, quand tu les suis, on fait faire la même chose tout le temps. Mm. On ne fait pas de fioritures, on ne fait pas des exercices de cirque, c'est de la préparation physique. Et puis, on va faire un petit exercice un peu plus particulier dans un sens. Mais quand moi, j'ai soigné beaucoup de nageurs, les combattants, tous ces sportifs-là, ils ne font pas 36 000 exercices différents. Il n'y a pas besoin d'avoir foison d'exercices différents. Donc, peut-être que sur les réseaux, je diffuse beaucoup d'exercices. Dans ma pratique, il y a une petite batterie de 15, 20 exercices différents, probablement. Pour Hein, reprendre la et métaphore de la cuisine, finalement, tu fais des bonnes pâtes enfin, tu fais des bons spaghettis bolo, tu n'es pas à chaque fois obligé de faire la tarte au citron revisitée façon clafoutis, quoi. exactement. Peut-être la métaphore de Exactement. la cuisine est mieux que la métaphore De la bagnole. que de la bagnole. De la bagnole. Euh, Exactement. Fred, moi j'ai une Et petite question. Ouais. la petite chose, je sais pas si toi tu aimes bien faire ça aussi, Greg, c'est que les exercices, quand je les prends, j'aime bien bon, les utiliser comme marqueur. Je pense que toi tu le fais Oui. aussi chez ton patient. Hein, il ne savait pas faire cet exercice-là et tu le retestes à chaque fois. Mais je ne sais pas si toi aussi tu as cette notion de marqueur en interpatient. C'est-à-dire que tu sais que ce patient-là qui arrive à un instant T, qui a ce profil-là et qui a ce symptôme-là, normalement, cet exercice-là, ça doit l'améliorer, il doit être capable de le faire. Et tu le sais, en fait, tu le pressens parce que tu as l'habitude. Et c'est pour ça qu'avoir les mêmes gammes d'exercices, souvent, ça te permet de placer les mêmes exercices à des patients différents, mais qui ont à peu près les mêmes symptômes. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, maintenant que tu l'évoques, je l'ai pour le rachis. Je me suis jamais fait ça pour l'épaule. D'accord, Tu vois, d'accord. pour le rachis, oui, clairement, je peux te dire des niveaux de difficulté, que ce soit sur du contrôle moteur, du recrutement, de la force. Pour le rachis, je me suis jamais fait ça pour l'épaule. Pour l'épaule, Non. moi, j'en suis vraiment, j'ai relativement peu de mouvement pour l'épaule. Je Ah, sais ce c'est qui pas grave, fonctionne, c'est bien. mais parfois, je me trouve limité parce que, tu vois, quand j'ai certains exercices typiquement d'activation de la coiffe, celui que tu m'avais donné là, l'adduction horizontale qui marche très très Oui, bien. Et quand je me retrouve où il n'y a aucun angle, typiquement sur les douleurs antérieures d'épaule, je leur fais faire de l'adduction horizontale et que quel que soit l'angle de l'épaule, je reproduis toujours leur douleur antérieure, je me retrouve un antérieur. peu piégé. Et souvent, ce que je leur redonne, c'est du coup écrase coussin toujours allongé sur le côté et on travaille ça. Et je leur demande, je veux que ça travaille derrière.
ils ne le ressentent pas tellement. Donc, j'ai ces deux exercices qui fonctionnent dans 80% des cas, et il y en a 20% des cas où ni l'un ni l'autre ne fonctionne bien. Ben, c'est peut-être parce que justement, tes patients n'ont pas besoin de ce que tu leur proposes. Ils ont besoin d'autre chose. Et par exemple, cet exercice que tu proposes sur le côté, Mm. si tu as une instabilité postérieure, il va être contre-indiqué même à un certain degré, parce que tu vas dans la situation d'instabilité. Ok. Et peut-être que quelqu'un qui a une douleur antérieure, quand il fait ça, c'est peut-être parce qu'il a une instabilité postérieure, justement. C'est peut-être cela. Et qu'il faut passer par un exercice où il va être d'abord en situation d'instabilité postérieure. Donc, dans cet angle-là, il pourra faire des exercices sur le ventre comme cela, bien maîtriser cela, pour ensuite aller dans des situations Mm. d'instabilité postérieure. Ça peut être ça, je ne sais pas, mais ça peut être ça. Euh, et ensuite, tu me disais, bah, ces exercices-là, ils ne fonctionnent pas chez tous les patients. Bah, moi aussi, ils ne fonctionnent pas chez tous les patients. Mais ce n'est pas grave, tu les proposes très souvent. Ok. Fred, il nous reste 3 minutes pour finir. J'ai une question sur des patients qui viennent me voir avec comme motif de consultation une asymétrie scapulaire et une asymétrie de hauteur d'épaule. Ils n'ont pas de douleur. Ils ont vu mes vidéos YouTube, ou du moins, ils ont vu les miniatures et les titres. Ils disent, vous avez l'air de savoir de quoi vous parlez sur la posture. J'ai une épaule qui est plus haute que l'autre. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Et je me retrouve bien emmerdé parce que, je n'ai pas la réponse à ça, mais eh, est-ce que tu peux nous faire un topo? C'est grave d'avoir des épaules de différentes hauteurs? Alors, ça peut être problématique. Ça peut être problématique. Faut partir du principe que déjà, il faut écouter les gens qui sont en face de nous. Alors, ils sont pleins de croyances, surtout si déjà, quand ils écoutent des vidéos YouTube, ils ont des croyances, mais alors quand ils regardent que la vignette de la vidéo YouTube, là, on est mort, là. On est mort. Surtout que les titres, en général, ils sont accrocheurs. Donc, l'alignement des épaules en soi, enfin, des gens qui ont des scolioses, on le sait bien, ils ne sont pas alignés et ils vivent très, très bien de ce non-alignement. Il y a une différence, à mon avis, entre la personne lambda et le sportif. Chez un sportif, avoir une épaule plus basse que l'autre peut parfois être à l'origine de symptômes. On le sait. Le fait d'avoir une scapula qui flanche comme ça, une mauvaise stabilité haute de scapula, peut être à l'origine même d'instabilité de l'épaule. Il y a les travaux de Watson qui ont montré cela et qui visent à mieux maintenir. Maintenant, si le type n'a pas de symptômes et que c'est juste esthétique, je crois qu'il faut lui expliquer effectivement qu'il n'a probablement pas les genoux il n'a pas les mêmes genoux, il n'a pas les mêmes mamelons au même endroit et Il qu'il a n'a un nez même pas les devant, une mêmes paire de yeux. fesses derrière. Moi, souvent, c'est ce Exactement. que je Donc, leur dis, c'est pourquoi est-ce qu'on prend autant de la tête sur la symétrie latérale, alors que si tu regardes dans le plan frontal, on a un nez devant, une paire de fesses derrière, et tout le monde, c'est acquis en fait. oui. Bah, d'ailleurs, le nez, tu parlais de quoi? Parce que devant les fesses, c'est pas un nez qui a. Enfin, si, c'est un nez, mais c'est pas tout à fait ça. Ça, c'est parce que la vidéo, elle est faite pour les enfants. Mais en tous les cas, effectivement, cet alignement n'est pas obligatoire, mais il ne faut pas quand même se retirer de l'esprit que ça peut poser problème. Et ça, c'est l'examen clinique qui va le dire, tu vois. Donc, ne tombons pas dans le raccourci qui est oui, parce qu'on voit aussi des vidéos comme celle-là, Greg, tu le sais bien, où on voit des gens qui ont des scolioses énormes, qui soulèvent 250 kilos. Ouais, Hein, ouais. on le voit, ça. Donc, mais tout le monde n'est pas capable de faire ça. Ça, c'est pas la norme. Ça, c'est aussi des gens qui sont exceptionnels et tant mieux pour eux. Et il faut savoir écouter des gens qui peut-être ont des symptômes et que peut-être des asymétries, des dyskinésies de la scapula doivent être regardées, examinées et pas balayées d'un revers de main en disant, bah, de toute façon, tout ce qui relève des scapulas, on sait que ça ne sert à rien, que tous les gens sont asymétriques. Et là, effectivement, bah, quand tu regardes une population. Tu me disais de ne pas non plus foutre tous ceux qui avaient des asymétries d'épaule en mode c'est psychologique et vous avez rien, monsieur, mais quand même de les évaluer. Ben, de les évaluer et puis peut-être de différencier. Dans la littérature, on voit que les sportifs à sport asymétrique de lancer ben, ont une proportion plus élevée de dyskinésie, ce qui est compréhensible. Tu sais, les lanceurs, ils ont des amplitudes d'épaule qui sont différentes de l'autre épaule. Un lanceur a des grandes amplitudes en rotation externe, on le sait, par rapport à l'autre bras, et à de faibles amplitudes des amplitudes qui sont amoindries, diminuées très souvent en rotation interne.
on le voit, on l'observe, on le sait, on trouve ça normal. On se dit, bah oui, c'est normal, il utilise ce bras. Et on trouverait anormal que les scapulas se comportent différemment sur des bras qui ont des amplitudes différentes, des gestuelles différentes. Donc, chez ces sportifs-là, il faut regarder ça peut-être différemment que chez un sportif effectivement crossfitter, chez qui la symétrie est plus fréquente dans son sport, chez un nageur, chez qui la symétrie est plus fréquente et nécessaire, ou là, effectivement, un nageur qui aurait une dyskinésie d'un côté associée à des symptômes, ben là, il faut le regarder de près. Ok. Donc, tu fais la différence à la fois symptômes, non symptômes, et quel type de sport vous faites. Bien sûr. Ok, très bien. Super Fred, écoute, c'était hyper complet. Dites-le nous en commentaire, évidemment, si ça vous a plu. Vous savez que Bpress, ce sont des formats longs, des formats plus nuancés, où j'ai la chance de recevoir des invités qui sont vraiment experts et qui nous font part de cette expertise. Fred, je vais aller déjeuner. Moi, je vais aller dîner. Ouais. Et Voilà. merci beaucoup d'être venu. On peut te retrouver évidemment sur tes réseaux. Pour tous les Oui. kinés qui nous suivent en formation, autour de toi, tu animes principalement Épaule au top, mais c'est tout l'organisme de formation Kiné au top. Les liens sont dans la description où vous faites des cervicales, des chevilles, des genoux, Un peu de tout. un peu Tout de ce dont le kiné a besoin quand il n'est pas complètement taré comme moi et monomaniaque. Merci beaucoup, Fred. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à tous d'être restés. Merci à toi, Greg, pour tout ce temps que tu m'as consacré. Je n'imaginais Avec pas que plaisir. ce soit aussi long. J'espère que tu vas peut-être, parce que je pense que je vais saouler un peu de monde. C'est très très long pour une vidéo YouTube, j'imagine. C'est Mais très bien. C'est très oui, bien. Moi, ce que j'aime, et de toute façon, je le sais, sur le format EBPresque, j'ai peut-être que 10% des gens qui regardent, mais ils sont 80% à regarder la vidéo en entier, parce que c'est ce qu'ils veulent, en fait. Donc, c'est d'accord. pour ça que moi, je trouve que c'est de la chance qu'on a d'avoir quand même une proportion assez importante, parce que tu vois, 10% de aujourd'hui, 700 000 personnes, ça fait 70 000 personnes qui veulent aller au bout des choses et qui ont cette soif de nuance. Et ça, c'est nécessaire. La vulgarisation, c'est génial, mais je ne te cache pas que même moi, la vulgarisation, bah, au bout d'un moment, ça m'emmerde en fait, parce que ce n'est plus forcément toujours ce qui me nourrit. Ça me nourrit de me dire, OK, comment je vais pouvoir raconter ça comme ça pour le faire en formule courte, mais en fait, j'aime nourrir de nuances. Oui, mais en même temps, tu as cette capacité de synthèse et ça, tout le monde ne l'a pas. Et on l'a encore vu dans cette vidéo. Tu n'es peut-être pas, tu vois, tu n'as pas le même âge que moi, tu n'as pas la même expérience que moi, tu vois pas autant d'épaules que moi. Et en fait, tu comprends les choses très rapidement et tu arrives à les synthétiser quand bien même tu viendrais de les apprendre. Donc, cette capacité de synthèse, c'est aussi une compétence que tu mets en œuvre dans tes vidéos. Alors, les réseaux forcent à trancher. Et ce format-là montre à quel point les choses ne sont pas si tranchées que cela, Exactement. qu'on ne peut pas dire oui, non à chaque fois. Donc voilà, donc merci à toi de m'avoir permis de nuancer certaines choses. Et j'espère que ceux qui seront arrivés au bout de la vidéo ne sont pas morts au passage. Non. Tu sais, il y a plein de gens qui aiment ce genre de contenu. Merci beaucoup, Fred. Merci à tous À très bientôt, d'être là. Greg. Et à très bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. À bientôt. Bon, nickel, hein?